Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Après cet exploit que nous avons effectué dans Monde Mystérieux avec Éric Gontier sur la problématique de la construction de la pyramide, nous continuons cette aventure, cette fois-ci, en parlant d'un sujet très important, et là vous n'allez pas me dire le contraire, hein, messieurs, en ce qui concerne la pyramide de Khéops, hein, d'où son nom, la pyramide de Khéops. Alors pourquoi Khéops? Nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pourquoi la surnomme-t-on la pyramide de Khéops. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce erroné? On va voir ça dans cette nouvelle vidéo avec un intervenant. Je suis content de l'avoir pour parler de ce sujet parce que c'est un sujet vraiment très intéressant et très important en ce qui concerne la grande pyramide de Khéops. Alors Jérôme, comme d'habitude, il est avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Jérôme et bonjour Salut. William. Et je te donne la parole Jérôme comme d'habitude avant de donner la parole à William. Eh oui, bonjour à tous et à tous. Et bah oui, on continue notre aventure avec Hervé, on continue notre enquête sur cette énigmatique grande pyramide. On va essayer de résoudre cette énigme. Alors c'est pas gagné parce qu'il y a, comme on le disait en off tout à l'heure, on n'était pas là quand ça s'est fait. On n'a pas fait de photos, personne peut témoigner de son vivant, donc on est comme des archéologues, des historiens, on creuse, on cherche, on fouille. Et puis oui, comme tu le dis, il y a cette fameuse appellation de la pyramide de Khéops, qui est je dirais très certainement due au fait qu'on a retrouvé aucune gravure dans cette pyramide, aucune inscription taillée dans la roche. Par contre, on a retrouvé un glyphe peint. Et donc, ce glyphe a fait couler beaucoup d'encre. Parce que encore aujourd'hui, on se demande si c'est un faux, si c'est un fake de son découvreur, ou alors est-ce que c'est vrai. Voilà, on n'en sait rien. Et donc, on est très content d'accueillir William. Parce que William a mené une enquête sur ce cartouche et il va essayer de nous éclairer là-dessus, parce que en plus William a une façon de présenter son enquête très originale. D'ailleurs, il a fait une vidéo avec toi Hervé sur les picots, les fameux picots que l'on retrouve sur de nombreuses roches, sur de nombreuses constructions à travers la planète. Donc je vous invite à revoir cette émission qui était passionnante. Et donc on est très content de te recevoir, William. Alors on te laisse peut-être te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors salut à tous et à toutes, comme tu fais bien de le signaler. Je me présente rapidos. Je suis un petit chercheur comme nous tous, un petit chercheur passionné, très passionné par les vieux écrits, les vieilles photos, les vieilles gravures. Plus c'est vieux, plus ça s'approche de la découverte, plus ça m'intéresse. Parce que plus on regarde les vieilles photos, plus on s'aperçoit que le site n'est pas encore dégagé, donc on voit où sont les pierres. Enfin, pour moi, c'est très important. Et j'arrive du monde du spectacle. En fait, j'ai dirigé une compagnie de théâtre pendant des années. Et j'ai toujours basé mes spectacles, comme j'écrivais des spectacles que j'ai réalisés, toujours en costume d'époque, avec des machines d'époque. Donc, l'histoire, de façon générale, m'a toujours passionné. L'histoire du costume, l'histoire de la machinerie. Voilà, je suis un grand passionné d'histoire au sens large, très large du terme. Et vous allez trouver ça drôle, mais je suis quand même passionné par l'Antiquité, surtout par la Grèce antique et la Rome antique. Et un monument que je connais très peu, c'est la Grande Pyramide. Oui. Donc, mais j'ai quand même enquêté sur ce glyphe qui m'a paru au premier regard assez perturbant, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'ai fouillé. D'accord. Écoute, on a hâte d'écouter ton enquête, parce que c'est une véritable enquête que tu as fait, donc on a hâte. C'est vrai, puisqu'on avait un petit peu, Jérôme, si tu te rappelles sur la première vidéo, on avait un petit peu ouvert le débat, et on s'est dit que c'était vraiment un sujet important, vraiment. Quand on pense à la pyramide de Khéops, on pense à ce cartouche et autre chose. Peut-être que William va nous en parler aussi. Et donc, on a hâte effectivement de découvrir tout ça et d'avoir un zeste de oui, savoir,
on veut avancer dans ce questionnement du qui, comment, pourquoi, hein, comme je l'ai déjà dit, hein, qui, comment, pourquoi. Donc, je pense que tu vas peut-être pouvoir nous éclairer sur quelques réponses aujourd'hui. Bah, je pense que oui, l'éclairage, à mon avis, l'éclairage peut être fait, je pense. Ouais. Eh ben, c'est voilà. Moi, j'étais pas sur place et je ne suis qu'un amateur, donc je peux très bien dire de la bouse sans m'en rendre compte, mais là, franchement, je pense pas. Là, c'est pas l'enquête des picots. Les picots, j'ai vraiment imaginé la pierre molle. J'ai rien de concret sur la pierre molle. Là, ce soir, je vous offre, je pense, du concret. Très bien. Très bien. Impeccable. Bah écoute, on va pas perdre de temps. Hein. On va lancer tout ça. Allez. Alors voilà, tu nous dis donc, hop, partage d'écran, très jolie photo. Merci bien. Bah, comme d'hab, je passe beaucoup de temps à faire mes recherches, énormément de temps. Et je passe beaucoup de temps, comme j'étais dans le théâtre avant, à décorer mes slides. Alors, pour deux raisons, parce que je trouve que c'est toujours agréable de se faire plaisir aux yeux, hein, de voir des choses jolies, c'est toujours agréable. Et deuxièmement, en fait, c'est mes penses bêtes, parce que comme j'ai des soucis de mémoire, en fait, je cache des informations pour moi pour pouvoir faire mes exposés. Voilà la vérité. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau dossier qui s'appelle Enquête de vérité ou Enquête de véritude, c'est comme on veut, c'est au choix. Et l'acte 1, c'est le glyphe de Khufu. Voilà, alors donc qu'on a trouvé dans la chambre de décharge, que vous voyez ici, tout en haut, dans les chevrons, ici, du côté ouest. Avant toute chose, je vais commencer par une citation. Ne croyez pas en quelque chose simplement parce que vous l'avez entendu, mais après observation et analyse, lorsque vous trouvez que tout est en accord avec la raison. Gautama Siddhartha. Donc ce monsieur est un sage qui a vécu en moins 500 à peu près, et il a formé un clan, j'ai envie de dire, une troupe de moines errants, et ce qui a donné le bouddhisme, en fait, le bouddhisme après. Voilà, donc un grand sage. Alors on y va, c'est parti, enquête, premier acte. Je sors mon chapeau d'époque, parce que les historiens, génial. Les historiens sur les vieilles photos portent des petits chapeaux. Alors celui-là, je l'ai acheté en circuit en Égypte, mais c'est à peu près les mêmes. D'accord. Donc nous sommes en 1837. C'est l'année où Richard William Howard Weiss découvre les 4 chambres ici, qu'il a nommées Wellington, Nelson, Arbuthnot et Campbell. En fait, il était dans la chambre de Davidson, découverte en 1763 par Nathaniel Davidson. Il était là-dedans, avec sa petite baguette en bambou. Il l'a placé entre deux blocs, pardon. Il s'est aperçu qu'il y avait un grand vide au-dessus. Donc il a commencé à esclaver, il a fait un grand tunnel pour monter, il a trouvé une première chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre, une quatrième chambre. Et le glyphe de Khufu est sur la façade ouest, dans la chambre de Campbell. Alors il a donné le nom il a donné un nom à chaque chambre et le nom de 4 amis à lui. Donc je trouve ça assez étonnant. J'appelle double face, en fait double Weiss. J'appelle double Weiss parce que c'est un personnage assez ambigu. Parce que d'un côté, il fait une découverte totalement extraordinaire. Il ne donne pas son nom personnel à une des chambres. Il donne à 4 amis, dont Lady Arbuthnot, qui était morte quelques années avant, à 40 ans, du choléra, il me semble. Et j'ai trouvé ça très, très touchant qu'il ne donne pas son propre nom aux chambres découvertes, parce que c'est quand même la gloriole. Hein, Davidson, ça s'appelle bien Davidson. Donc voilà, double face, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle double face. Double face, donc le major général Richard William Howard Weiss, un Britannique, il était égyptologue, anthropologue. Donc c'est pas rien, l'anthropologie, c'est vraiment c'est travailler sur l'humain dans toutes ses formes, la psychologie, l'anatomie. Enfin c'est très pointilleux et c'est très lié à l'histoire, à l'archéologie et à l'égyptologie du coup. Alors je l'appelle double face parce que d'un côté il appelle il nomme les 4 chambres découvertes par les noms de ses amis, dont une morte, et de l'autre côté c'est la grande époque du début de l'archéologie où on fait tout et n'importe quoi, et surtout à la poudre à canon. Alors Weiss était associé à John Shaw Perring et à Battista Caviglia, un Italien. Et pendant 2 ans, ils ont tout fait sauter à la poudre à canon. Vous voyez, Weiss est responsable de cet énorme trou béant dans Mykonos. C'est Weiss qui est responsable de ça. Voilà.
Ouais. Donc il y allait, les 4 chambres de décharge, il les a trouvées à la poudre à canon. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce que disait Weiss quand il a découvert les chambres de décharge, il disait pour lui, c'était une chambre de décharge. Voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. D'accord. Weiss aussi est responsable de la perte du magnifique sarcophage de Mykérinos quand même. Oui, qui a été ramené en Europe. Le bateau a disparu. Et le bateau a disparu, tout à fait. Voilà. Alors c'est pour ça que j'appelle double Weiss, parce que d'un côté il a l'air sympathique, ouvert, intelligent et une très grande culture égyptologique et historique. Et puis d'un côté, il a fait des boulettes. Il faut vraiment penser qu'on n'est pas du tout au XXIe siècle. Là, ce qui se passe, c'est qu'on fait un pillage organisé tout en prenant des notes. C'est ça qui est dingue. Les mecs, ils ont conscience qu'ils sont devant des monuments complètement incroyables, énigmatiques, incompréhensibles pour l'époque, encore aujourd'hui. Mais ils pillent. Ils pillent, et surtout, c'est Berlin, c'est Paris, c'est Londres qui finance ça. Parce qu'ils remplissent les musées. On sait bien que le musée Ferretti est à Berlin, la pierre de Rosette est à Londres, et voilà, on se partageait les choses comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est juste pour cerner un petit peu le personnage. Alors la première chose que j'ai faite pour mon enquête, c'est rechercher les plans les plus proches de la découverte de Weiss pour savoir si les chambres de décharge étaient découvertes avant. Donc j'ai cherché sur 100 ans, j'ai tapé année par année, et le plus proche, c'est la campagne de Bonaparte. Pardon. Alors il faut le savoir, la campagne de Bonaparte, c'était une campagne militaire avant tout. Hein. Ils n'étaient pas là pour faire de l'archéologie, les mecs. Ils étaient là pour donner des coups de baïonnette. Et entre 2 coups de baïonnette, ils dessinaient, ils répertoriaient. Et c'est un bouquin vraiment à lire, je vous le conseille, c'est extraordinaire. C'est une source d'information absolument extraordinaire. Donc sur ce plan, on voit la chambre de Davidson et on ne voit pas les autres chambres. Et oui, parce que la chambre de Davidson, elle est accessible par un tunnel qui est d'origine en fait. Hein, on retrouve cette entrée tout en haut de la grande galerie, où il y a un tout petit tunnel qui part dans cette chambre. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que Weiss aurait été capable de lire, et surtout est-ce qu'il était capable d'écrire ce glyphe lui-même? Alors la réponse est oui et non, parce que Weiss était un érudit en égyptologie, donc il avait un très très grand savoir, sauf qu'on remet toujours dans le concept de l'époque, l'égyptologie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas. Les bouquins s'étaient remplis de comptes rendus d'exploration. Weiss était un explorateur, l'égyptologie n'existait pas, vraiment pas. Alors il était capable de l'écrire, sûrement, moi je suis capable de l'écrire. Et pourtant, j'ai un niveau en écriture hiéroglyphique minime. Je suis à 2 sur 10. Et encore, je ne suis même pas à 1 sur 10. Il faut savoir qu'on a su déchiffrer les hiéroglyphes grâce à Champollion, hein, à la pierre de Rosette. Alors, la pierre de Rosette, elle était notée en 2 langues, en grec ancien, en égyptien, et en égyptien sous 2 formes. En forme hiéroglyphique et en forme démotique. Démotique, pardon, excusez-moi. C'est une forme abrégée, c'est un peu comme la stélo. C'était pour écrire très très vite. Donc grâce à ça, il a pu, grâce à sa copie, parce que vous voyez sur votre écran, c'est vraiment la copie de Champollion, et avant que l'Angleterre réquisitionne pour l'emmener au musée de Londres. C'est un Français qui l'a trouvé en 1799, c'est un Français qui l'a traduit, mais c'est le musée de Londres qui l'a piqué et qui l'a emmené. C'est hallucinant. L'humain est terrible. Est terrible. Donc, Weiss pouvait-il écrire? Oui. Pouvait-il le lire? Sûrement. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout ce qu'on peut dire, en tous les cas, c'est qu'on ne savait pas l'identité de Khufu. Qui était ce Khufu à cette époque? Parce qu'on le saura qu'en 1903, quand William Matthew Fender Petrie trouvera sa petite sculpture, qui, je vous rappelle, fait 7 cm de haut, qui était sûrement une amulette, ou un porte-clés, entre guillemets, qui était une petite statue plus pour le touriste que pour le roi. Alors, cette statue est en ivoire. Le glyphe de Khufu est ici, dans sa version longue, Koum Khufu, que Koum protège Khufu. À l'heure d'après Zayawas, elle n'est pas d'époque. Elle ne date pas du tout de la 4e dynastie, mais peut-être de la 18e ou 19e dynastie, pour plusieurs faits. Un des faits que j'ai retenu, c'est que le dossier est beaucoup trop court.
en 4e dynastie, on faisait toujours les trônes de rois avec des dossiers très très hauts, et j'ai vérifié effectivement tous les dossiers sont hauts, donc c'est sûrement une statue qui a été faite beaucoup plus tard. Alors beaucoup plus tard, c'est peut-être 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans après. Peut-être qu'il y avait déjà des touristes à l'époque qui venaient et ils leur vendaient des, ouais, statues. Mais c'est alors, William, je te coupe un petit peu parce que et Jérôme aussi, parce que bon, Jérôme, tu vas être d'accord avec moi. Moi, c'est de là que c'est parti cette déduction. Je dis comment c'est possible qu'un roi comme Khéops ait juste une petite représentation de, c'est combien, 6 cm, William? 7 cm. Ouais, 7 cm. Et qu'il est donc une pyramide, l'une des plus grandes au monde, tu vois ce que je veux dire? Et tu dis, c'est pas possible, il y a... et surtout que cette statue a été retrouvée très loin, pas sur le plateau de Gizeh, je crois que c'est Abydos, c'est ça. Ouais. C'est incroyable. Mais il n'y a pas que ça sur parce qu'en fait, on n'est pas renseigné. Parce que quand on se renseigne, on s'aperçoit qu'il n'y a pas ça sur Khéops. Il y a des centaines et des centaines de fragments de céramique à son effigie, avec son cartouche. On a des bas-reliefs. Il y a énormément de céramique. Il faut juste se mettre dans l'esprit que si les dates officielles sont bonnes, on est 2005, 2006, 2007, 3000 ans avant notre ère. Donc tout s'est perdu, tout s'est cassé. Si c'est une amulette qui a été faite au 18e dynastie, évidemment, elle a plus de chances d'arriver aujourd'hui, parce qu'on a déjà gagné 1500 ans. Voilà. Mais il y a beaucoup de bas-reliefs et beaucoup de céramique à son nom et à son effigie. Voilà. Alors, oui, je disais que là, on a su que c'était Khéops grâce aux cartouches. On a su aussi, ça a conforté l'idée, parce qu'il a la couronne de la Basse-Égypte, et seulement la couronne de la Basse-Égypte. Il n'a pas la couronne de la Haute-Égypte ici, il n'a que la couronne rouge. Il a le fléau, la main sur le genou, donc c'est un roi. Donc, revenons à nos moutons, attaquons du gros. Ce glyphe, fake vintage ou no fake? Alors, c'est ça la question. C'est pour ça que ce glyphe a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on a très souvent dit que c'était Wise qui l'avait lui-même réalisé, quoi. Tout à fait. Parce qu'il était un petit peu en manque de découvertes sensationnelles. Je crois qu'il allait plus obtenir de fonds pour ses recherches, et à un moment il s'est dit il faut que je trouve quelque chose, quoi. Et bon, un petit peu acculé. Enfin, ça c'est de la petite histoire, mais oui et non, parce que en fait, Weiss, il avait une grosse fortune personnelle, une très grosse fortune personnelle, tellement grosse qu'il n'avait pas besoin des sous pour financer ses explorations, parce que quand lui il est reparti en Angleterre, il a personnellement financé les expéditions de Pering. Donc ça colle pas. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors peut-être en manque de découverte, on va dire. C'était pas une question financière. Il venait de creuser. Il avait déjà fait. Voilà. Il venait de trouver son sarcophage. Moi, j'ai pas l'impression. Après. Non, mais pour revenir à justement le fait que ce glyphe, ce cartouche a fait couler beaucoup d'encre, parce que. Il a fait beaucoup d'encre parce qu'il est énigmatique. C'est ça. C'est un petit peu le tampon, je dirais, le tampon qui affirme que c'est la pyramide de Khéops, parce qu'on n'avait aucun autre indice avant. C'était des suppositions, et là, on n'avait rien. Voilà, ça a tamponné le truc, quoi. Donc c'est pour ça que ton enquête est très importante. Continuons. Donc là, je l'ai coupé en deux. Vous avez remarqué, j'ai coupé en deux parce qu'on a des écrans 16:9, donc c'est beaucoup plus simple de le regarder. Donc ça, c'est la partie en haut, l'horizon et Khufu. Donc c'est vrai qu'à première vue, quand j'ai regardé ce glyphe la première fois, la première chose que j'ai vue, c'est qu'on dirait un dessin pas enfantin, mais fait un peu à l'arrache, fait un peu vas-y que je te pousse, on le fait et basta. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de marques d'outillage sur le calcaire, parce que vous savez que je suis passionné par la pierre. Donc cette pierre a été travaillée avec des burins sans problème, et c'est des milliers et des milliers de marques. Oui, on voit bien. Entre parenthèses, mais pour moi c'est très très important. Il faut savoir que ce glyphe, alors j'ai pas les mensurations exactes de ce glyphe, mais je pense que cette partie, la partie cartouche de Khufu, je pense qu'elle fait entre 60 et 80 cm à peu près. Il faut se rendre compte de l'échelle, parce que du coup, ça peut expliquer la façon enfantin du dessin. Parce que quand tu dessines un gros dessin à bras levés, à bras tendus,
tu n'as pas du tout la même précision, pas du tout le même geste que quand tu es posé sur ton coude à dessiner un truc de 10, 20 ou 30 cm. Moi qui peins énormément, je vous dis, c'est rien à voir. Quand on est sur un bloc, à faire un énorme truc comme ça, bon, ça peut expliquer le trait délicat. Ce qui est vachement important, c'est de savoir que le trait est léger. Même la barre du haut, c'est tout travers, c'est limite dégueulasse, on peut le dire, on peut le dire. Mais d'un autre côté, il est extrêmement lisible. Alors que moi, je peux le lire, ce glyphe. Donc, après, l'imperfection du dessin a été expliquée par le fait qu'en fait, c'était dans la réalisation, dans le chantier, on a dit, voilà, on a marqué un peu à l'arrache, comme tu dis, le glyphe pour dire ça, c'est pour la pyramide de Khéops. Un petit peu, hein, non, c'est ça, tout à fait. C'est ça, c'est pour ça qu'il a pas été super bien fait précisément, quoi. C'était comme nous, quand on fait un assemblage de charpente, il y a un morceau qui doit aller à un endroit bien précis, on va marquer au feutre dessus pour tel endroit, mais on va pas s'appliquer sur l'inscription, quoi. Voilà, c'est. Donc la première chose que je me suis dit, enfin la deuxième chose que je me suis dit, il faut que je lise ce livre. Donc je vais vous emmener à l'école, on va retourner à l'école et je vais vous faire un petit cours de déchiffrage de hiéroglyphes. Alors, première chose, pourquoi j'ai mis ce petit oiseau ridicule? Oui, je sais pourquoi j'ai mis ce petit oiseau ridicule. Je ne savais plus pourquoi. Vous voyez, je mets des penses bêtes, sinon j'oublie. J'ai mis ce petit oiseau ridicule pour vous dire que les hiéroglyphes ont été créés en regardant la nature. C'est hyper important, je pense que c'est l'information, pour moi, capitale qui a déclenché toute mon enquête. Ça a vraiment, ça fait tilt dans ma tête. Oh putain. Voilà. Donc il copie donc un oiseau dans la nature, il est posé sur ses pattes où il vole, hein, on est d'accord. Un humain, il est sur ses jambes. Là, on a sur la gauche, on a sûrement un dieu parce qu'il a une barbichette recourbée. Il est assis sur ses fesses en tailleur. Les roseaux poussent dans le bon sens. Enfin, vous voyez, tout est comme dans la nature. C'est hyper important. Le sens de lecture, on peut lire ou de droite à gauche, ou de gauche à droite. Pour savoir si on lit de droite à gauche ou de gauche à droite, il faut regarder tous les personnages tous les signes anthropomorphiques. Donc, à l'occurrence, là, on a un dieu, un animal, un oiseau. Là, on doit avoir un faucon, ici, un bébé caille, enfin un poussin caille. On regarde dans quel sens il regarde, et on part du côté où on regarde, on doit croiser leur regard quand on lit. Donc là, il regarde vers la droite, je pars vers la droite et je lis pensez à prendre du lait, n'oublie pas d'appeler mamie, car elle n'arrête pas de gueuler, poète, signé Ramsès II. Donc voilà, gauche à droite, droite à gauche, regarde dans le sens des regards, croiser le regard, et pour lire de haut en bas, parce qu'on peut lire de gauche à droite, de droite à gauche, mais aussi de haut en bas, et jamais de bas en haut. Pour lire de haut en bas, on regarde les personnages anthropomorphiques. Là, ils regardent vers la droite, on part vers la droite. On lit d'en haut, blablabla, blablabla, blablabla. Quand on arrive au phallus en pleine action, hop, on revient en haut, et on relit, et on revient en haut, et on relit. Voilà. J'espère que vous avez bien choisi parce que c'est très important pour le reste. Non, mais c'est important de le savoir parce que c'est vrai que bon. C'est primordial. Ouais. Pour moi, c'est primordial. Si tu sais pas lire un hiéroglyphe, tu ne peux pas analyser ce cartouche. C'est impossible. C'est impossible. Bref. Ok. Allons-y. Vous êtes prêts? On est prêts. Hervé, Jérôme, vous allez me dire si vous pouvez lire ce glyphe. Alors, déjà, je vais me pencher. Donc, non. Ah bah. Dans la pyramide. Il est, oui, mais il est comme ça dans la pyramide, oui, mais. Non, déjà pour moi, il est pas dans le bon sens. Je vois où c'est que tu vas en venir, William. Ouais. Ou alors, donc il faut le lire de bas en haut là. Voilà, effectivement, comme il est, on ne peut pas le lire. C'est totalement impossible. Et on peut pas le lire parce qu'on est des mauvais élèves. On ne peut pas le lire parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Si on le tourne d'un quart de tour sur la gauche, tout devient lisible. On a notre cartouche Khufu, on a nos signes, nos petits oiseaux qui sont les pieds sur terre, et là, tout va bien. Et là, on reconnaît la bobine de ficelle, nos poussins cailles, notre vipère à cordes, notre poussin caille. Donc on traduit. Bobine de ficelle, le son que ou re.
Le poussin-caille, le son OU. La vipère à cornes, le son F. Et encore le son OU, donc KOU FOU. Et là, on est nickel. Alors, on va parler quand même vite fait de la soi-disant faute d'orthographe, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 80-90. Je crois que c'était dans un livre de Zaccaria Sitchin, hein, je crois qui a un peu lancé la polémique. Tout à fait. Donc, j'ai zoomé, rezoomé sur des dizaines de photos. À la première, j'étais convaincu, mais j'ai quand même fait 20 vérifications, comme d'habitude. Donc, nous avons bien notre bobine officielle, avec les 3 traits signifiés, donc le son que, et nous n'avons absolument pas le son ré ou le son ra. Donc c'est absolument pas raofu, mais bien kufu. D'accord. Ok, on voit vraiment la différence. Sinon, ça sera un rond avec un point au milieu. Et seulement un point. C'est ça, le signe ra. Et là, on a ku. Donc, aucune faute d'orthographe. Ok. Le deuxième point, alors je suis désolé pour la qualité, j'ai eu des petits soucis de dernière minute en JPEG. On voit ce glyphe qui n'est pas fini. Vous voyez que le cartouche, il n'est pas fini. Ou alors il disparaît derrière le bloc. Le bloc. Voilà. Donc je vais vous inviter à aller voir les autres glyphes. Les autres? Mais oui, madame, les autres. Oui, il y a plusieurs glyphes dans la. Vous ne saviez pas? Dans la grande pyramide. Avant de le savoir, je ne le savais pas non plus. Ce qui est grave, c'est de rester dans son ignorance. Non, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. On y va. Oui, j'ai dit des glyphes parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de glyphes dans les 4 chambres de décharge. D'accord. Oui, messieurs. Que dans les chambres de décharge. Que dans les chambres de décharge. Ouais. Voici un plan de la chambre de décharge de Lady Abernoth. Alors, j'ai choisi celle-ci parce que c'est le seul plan que j'ai en super bonne qualité. Ok. Donc, je l'ai agrandi et là, c'est très lisible. Alors, là, j'ai pris des notes parce qu'il y a du chiffre un petit peu. Il faut savoir que en tout, dans les 4 chambres de Cooper-Pavise, il y a peut-être entre 50 et 70, 80 phrases, donc plusieurs centaines de glyphes différents. Il y a, écoutez bien, restez bien assis, il y a 21 fois le nom de Khufu sous ces 3 formes. D'accord. Rien que sur cette planche, il y a sur 24 glyphes, il y a 6 de Khufu, 12 sont à l'envers et 6 ne sont pas entiers. C'est-à-dire qu'ils sont comme le glyphe de Khufu, ils disparaissent derrière les blocs. Alors on a en violet le nom d'Horus de Khufu, qui est Horus Mediadou. Nous avons le nom royal, Kum Khufu, et le nom abrégé, Khufu. Donc en vert et en violet. Donc voilà, hop, un là, j'en ai oublié aussi un là, il y en a un là, un là, un là. Enfin, j'ai arrêté de les compter tellement il y en a en fait. J'ai arrêté de les compter. C'est vraiment des dizaines de fois le nom de Khufu. Alors on va s'intéresser, on va revenir à notre glyphe de Khufu ici, et à son petit voisin ici, et à son petit voisin ici. Désolé pour la qualité, mais là j'ai vraiment zoomé dans les plans d'origine, donc c'est très dur, mais vous allez vite comprendre. Donc on a notre glyphe ici qui disparaît, la fin disparaît sur ce bloc ici, et ici on a un glyphe qui est très très ressemblant à l'horizon. Donc quand on prend, quand on prend notre glyphe de Khufu, on le pose là, on voit bien que c'était encore l'horizon de Khufu qui a été écrit, sauf que le cartouche de Khufu n'est pas sur ce bloc. Il a été dessiné sur un autre bloc. Alors quand, je ne sais pas, mais en tous les cas, on a l'horizon, mais on n'a pas Khufu. Et quant à l'autruche, qui est ici, c'est pareil, elle est coupée, elle disparaît derrière le bloc, et avec un miroir, alors je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tous les cas, avec un miroir, on peut voir entre 2 blocs le glyphe qui continue sur le bloc. D'accord. Donc c'est pas des autres glyphes, ce sont bien des glyphes entiers qui disparaissent dans la pyramide. Donc du coup, tu avais peut-être raison, Jérôme, quand tu disais que il fallait pas se tromper de pyramide. C'est ça, c'est ça. Enfin. Et oui, mais on en a pas retrouvé dans les autres pyramides. Je sais pas par rapport à ton enquête, William, si tu as travaillé que sur la grande pyramide, mais est-ce qu'on retrouve ce type de glyphe dans les autres pyramides, Khéphren,
Parce que là, apparemment, les chambres de décharge à l'origine étaient complètement inaccessibles. Il a fallu tout péter à la dynamite pour pouvoir y pénétrer. Donc, c'était vraiment des pièces techniques, quoi, des greniers qui ont été condamnés. Et dans les autres pyramides, on n'a pas retrouvé de cavité équivalente. Mais est-ce qu'on aurait retrouvé d'autres glyphes de ce même type dans les autres pyramides? Moi, je connais qu'une pyramide. Alors, j'ai plus le nom parce que je l'ai pas donné comme une nouille. Il y a une pyramide où il y a des glyphes techniques dans un endroit accessible. Une seule. D'accord. Mais oui, c'est troublant. Après, moi, je te l'ai dit, hein, je suis pas spécialiste des pyramides du tout. Hein. Moi, c'est plutôt l'époque gréco-romaine. Donc, voilà. Mais là, je pense que ça va me relancer un petit peu sur les pyramides. Vas-y. Oui, excuse-nous, on te coupe, mais c'est reparti. Donc là, nous sommes. On est revenu dans la chambre de Campbell, dans la chambre où il y a le glyphe de Khufu. Sur le mur nord. Alors, on peut voir encore le glyphe de Khufu ici coupé. On peut voir aussi le nom entier de Khufu ici coupé, qui disparaît derrière les blocs. Et on a ces signes. Alors, ces signes, je ne connaissais pas du tout, parce que l'égyptologie, c'est pas ma spécialité, entre guillemets. Donc, je suis allé voir ce que c'est que ces signes. Pardon. C'est pas le ouas, le bâton, non? C'est ça. C'est ça, oui. Le sceptre de ouas. Donc, le sceptre ouas, c'est celui qui relie, qui fait la jonction entre le dieu et le pharaon, qui lie tout ça. Il est lié directement à Ra. Et il est lié aussi directement au barque sacré. Et il faut savoir qu'en 1954, on a trouvé une barque sacrée au pied de la grande pyramide de Khéops. Et chose importante, cette barque sacrée est en cèdre. Alors, retenez le mot cèdre parce que je vais vous en parler dans quelques minutes. Okay. Donc voilà. Donc, encore des marques ont été faites pour que Dieu soit vraiment présent pendant la construction. Enfin, c'est ce que ça donne l'impression, en tout cas, d'être. On retourne sur le mur du glyphe de Khufu qui est ici. Moi, je me suis intéressé aussi à ces glyphes que je trouvais assez bizarres. Donc, je me suis dit peut-être que Khufu était mélomane, guitariste, parce qu'on dirait des luttes. Peut-être qu'il était fan d'Iron Maiden, parce que la mascotte est une momie. Et donc, j'ai fait des recherches. Hein. On voit des sitars et puis des espèces de signes bizarroïdes. Donc, les sitars, une recherche sur Internet en 30 secondes, c'est fait. C'est le glyphe Néfer. Néfer, ça veut dire beau, bon, parfait. La liste est très très longue. Néfer, il était très 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 utilisé par les Égyptiens. On le voit des fois, on voit des murs de hiéroglyphes où il est écrit 50 fois. Si tu veux. Tout était Néfer, tout était beau. D'ailleurs, là, on a Néfertari. Néfertari, alors je cherche la traduction. Néfertari, elle est où cette Néfertari, qui veut dire la plus belle de toutes. Et Néfertiti, la belle est venue. Et vous voyez, dans le mot Néfertiti, il y a déjà 4 Néfer. C'est pour vous dire à quel point elle était belle. Donc, ces blocs sont marqués Néfer, donc beau, bon, parfait. Je me suis intéressé aussi aux petits traits, aux petits traits et aux petits ponts d'Avignon, là. Donc, il faut savoir que les blocs sont à l'envers. Hein. Le sol est là, d'accord. Et puis, ils sont là. Hein. Donc, il a fallu écrire tout à l'envers. Et ça, je te reposerai une question à la fin par rapport à ça, justement. Là, vraiment, c'est incompréhensible. Donc, ces petits ponts d'Avignon et ces petits traits, en fait, c'est du comptage. C'est du comptage. Les Égyptiens comptaient sur base 10. Donc, vous avez un petit trait jusqu'à 9, 9 petits traits. Et après, on passe à 10, 11, 12 traits. Alors, on le met à droite ou à gauche. Alors, vous savez, on peut lire les hiéroglyphes à droite ou à gauche, donc peu importe. En tout cas, on a du coup un bloc numéroté 8. On a un bloc numéroté 10 et un bloc 11 ici. Le même bloc avec une annotation 11. Donc, on va aller voir sur site ce que ça donne. Ouais, donc j'insiste là-dessus. Jérôme, tu avais peut-être raison quand tu parlais que tout le plateau de Gizeh était en chantier et qu'il y a dû forcément avoir ça pour pas se tromper de bloc. C'est ça, on avait... oui, voilà... Si des blocs, Eric nous en a parlé, ils ont essayé de travailler avec le calcaire qui était vraiment à proximité de la construction, mais à un moment donné, il a fallu certainement se dispatcher. Surtout là, on est assez élevé au niveau de la construction. On est au-dessus de la chambre, donc là, peut-être qu'à on est à plus de 60 mètres, donc peut-être qu'à un moment, là, il a fallu faire venir des blocs d'ailleurs.
que du plateau même de Gizeh, quoi. C'est ça. De toute façon, 2 500 000 blocs, c'est obligé qu'il y en a qui viennent d'ailleurs. Exactement. Comme dit Eric, il y a des qualités à respecter. On va pas mettre pour les chevrons de la chambre dite de décharge, on va mettre du calcaire. On va mettre le calcaire le plus top de chez top de chez top. On va amener The Must. C'est ça que on va amener The Must. C'est le cœur de la pyramide et c'est là qu'il y a tout le poids. Et oui, mais c'est là où je vais en revenir justement par rapport à ça. Ouais. Mais je continue tout. Ouais, continue, Jean Tutin. Vas-y, j'ai noté. On va remettre nos blocs en place sur le plan d'origine. Je vous rappelle, le plan est d'origine de Perring. Il date tous ces dessins sont de Perring de 1837. Donc quand on remet nos blocs en place, le plus grand des hasards, pourquoi le hasard fait bien les choses parfois, je remets mon 8, je remets mon 11, là, comme par le grand hasard, il fait 8, 9, 10, 11. Alors pourquoi j'ai pas compté 10 et pourquoi j'ai pas compté 20? Parce que ce n'est qu'une interprétation de ma part, mais ce comptage est en dessous du glyphe Néfer, alors que ceux-là ils sont à côté ou dessus. Donc peut-être que c'est le comptage des blocs à suivre. Peut-être. C'est peut-être un coup de cul, hein. Mais je trouve ça assez perturbant. Donc, faisons le comptage. Le comptage. Petit 1. Nous avons un glyphe? Non. Nous avons des dizaines et des dizaines de glyphes qui sont écrits, qui n'ont pas pu être écrits dans ce sens-là, qui ont été écrits obligatoirement quand le bloc n'était pas en place. C'est obligé. On peut pas, aucun Égyptien n'écrirait comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Deuxièmement, on a un nombre incalculable de glyphes, de Khufu et autres qui disparaissent derrière les blocs. C'est incalculable. Troisièmement, on a des signes, le glyphe Néfer, beau, parfait, sur des blocs et du comptage. Donc c'est assez perturbant. Moi, est-ce que j'ai une réponse? Évidemment que oui. Évidemment. Évidemment, et la solution la plus basique, on va dire, parce qu'il ne faut pas non plus chercher. Faut arrêter de chercher midi à 14h, je pense, à un moment. Moi, je pense que si à un moment, ils ont noté des chiffres, le Néfer et le nom Khufu, c'est qu'il y a des gens qui ont un jour taillé des blocs de pierre et qui se sont dit ça, c'est le bloc numéro 3, il est parfait pour la couverture, c'est le nom numéro 2, 10 ou 12, et c'est pour Monsieur Khufu. Monsieur Khufu, voici vos 2 500 000 blocs de calcaire Néfer, bien à vous. Oui. Alors, ça peut être, moi je pense que ça ne peut être que ça. Alors, ça répond aussi à une autre question concernant au moins ces chevrons. Pour moi, je suis sûr qu'ils ne sont pas en géopolymère. Parce que, encore une fois, il est totalement inenvisageable de mouler un bloc, de se faire chier à mouler un bloc, et pour après ou 10 mètres ou 100 mètres. Tu moules un bloc sur place, bordel. C'est débile. Donc, pas de géopolymère, c'est sûr et certain. Et pour moi, ce sont vraiment ou des marques de carrier, ou des marques de transporteurs, ou des marques de chantier sur place, c'est-à-dire bloc numéro 3, on est où sur le plan? Vous savez ce que je vous disais en off l'autre fois, les Grecs et les Romains faisaient des plans à l'échelle 1 au sol, et on taillait nos blocs par rapport au dessin au sol, et après on en met sur le chantier. On était sûr au millimètre près que ça correspondait au bloc d'à côté. Au millimètre près. Relief, bas-relief, tout. Alors, je vais continuer, parce que quand même, je pense que c'est très important de parler... là, on a parlé du cartouche, mais je pense qu'il faut faire vraiment le lien avec les datations, parce que je pense que c'est vraiment absolument primordial. Donc pour moi, le cartouche fait partie des bâtisseurs. Il y a vraiment pas, elle fait partie intégrante de la pyramide. Il n'y a pas de raison, à mon sens, d'en douter, ni de Weiss ni de rien. Je ne sais même pas comment il aurait pu écrire 100 glyphes différents, surtout à l'envers. C'est bizarroïde. Donc les mortiers. Alors les mortiers, il faut savoir qu'il y a eu deux campagnes de datation des mortiers. Une première campagne qui a été financée par un pyramidio dont j'ignore le nom dans les années 80-90. C'est un monsieur qui voulait prouver que la pyramide avait 12 000 ans, ou je ne sais plus quoi.
Donc il a mis la main à la poche, il a payé des analyses, et les analyses ont donné 2600 ans, moins 2600 ans, donc pas 12 000. Et il y a eu une deuxième campagne dans les années 2000, et là, il y a eu en tout 49 échantillons sur 16 niveaux de la pyramide. Donc c'est vraiment beaucoup, c'est pas 5 ou 6 échantillons, c'est 49 échantillons sur 19 niveaux. Alors je suis en train de chercher mes notes parce que je suis pas sûr du 49, je me demande si c'est pas 46. Je ne trouve pas mes notes. 49 échantillons, 19 niveaux, tout à fait. Donc en fait on date le charbon qui est prisonnier dans les mortiers. Donc là c'est 2006, il y a à peu près 100 à 200 ans d'erreur, à peu près. La thermoluminescence, je vous le rappelle, la thermoluminescence, c'est un appareil qui arrive à lire la date à laquelle la pierre a été exposée au soleil la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a été dans la pyramide, on a été chercher des blocs qui étaient tout au fond, le plus au fond possible de la lumière. On a mis cet appareil, et là, la lecture a dit des chiffres entre 2007 et 3000 ans. Moins 2007, moins 3000. Je vous rappelle aussi, pour mémoire, qu'il y a eu des glyphes qui ont été trouvés de peinture rouge dans les boyaux de la chambre de Khéops, dans les tubes d'aération, là. Hein. Ouais. Donc tout au fond d'air cale en calcaire, infaisable pour Weiss d'aller dessiner derrière ce petit bloc. Ça fait 20 cm² en plus, donc impossible. C'est pour rappel, je ne parle pas d'Hérodote parce que je ne le connais pas. Il a dit beaucoup de conneries, des choses vraies, donc je ne le prends pas du tout en compte. Par contre, je vais vous parler de Wayman Dixon qui, en 1872, a trouvé ce fragment de bois de cèdre, 7 boules de dolérite et ce crochet en bronze. Alors, la boule de dolérite fait à peu près 7 cm. Hein, le crochet en bronze fait 5 cm, donc c'est vraiment tout petit. Et ils ont été trouvés dans le tuyau nord, de mémoire, dans le tuyau nord de la chambre de la reine, dite de la reine. Donc, enfoncé dans le tuyau. Il faut savoir que le bronze, on est à peu près dans les mêmes dates, parce que l'âge du bronze en Afrique du Nord, c'est à peu près entre 2007, ça a commencé vers moins 2007 jusqu'à moins 900 à peu près. Donc 2007, 3000, on est pile poil dans les temps. Le fragment de bois a été daté au carbone 14 à moins 3000 ans. Il faut savoir que le cèdre était très prisé par les Égyptiens parce que c'est un bois imputrescible, et c'est un bois qui repousse les insectes. Je ne sais pas si vous voyez les embauchoirs, ce qu'on met dans les chaussures là. Le pied en bois qu'on met dans les chaussures. Oui, avant, on utilise. Qui sent très fort, c'est ce bois, c'est du bois de cèdre. Donc ça chasse les insectes. Donc les Égyptiens s'en servaient pour la momification. Ils prenaient de l'huile de cèdre pour la momification. Et surtout, ils faisaient les cercueils en cèdre pour empêcher les insectes de venir trop vite bouffer la momie. Donc ça, c'est des informations, pour moi, très importantes. On continue aussi pour vous dire qu'avec donc Fred de l'apprentissage, mon collègue de recherche, mon collègue bien aimé de recherche, pardon, nous avons fait le lien direct entre les 3 grandes pyramides, les 8 pyramides satellites, sur l'astronomie, sur les mathématiques et sur l'architecture. Hein, c'est les mêmes bâtisseurs pour moi et Fred, on est sûr et certain que ce sont les mêmes bâtisseurs. Et moi, je vous le redis aujourd'hui, ce sont les mêmes bâtisseurs qui ont fait les mastabas. Là, on est à gauche de l'écran, on est devant le mastaba de Khufu Khaf Ier. Khufu Khaf, vous reconnaissez le nom, hein, Khufu, c'est un des fils de Khufu. Et là, on voit vraiment les mêmes techniques, exactement les mêmes techniques des murs cyclopéens. Pierre sèche, des joints incroyables. Regardez les petits rajouts de pierre ici par là. C'est digne d'un mur cyclopéen, il n'y a aucun doute, regardez ça. C'est un travail hors pair. Et à l'intérieur des mastabas, il y a des vraies peintures. C'est pas la pyramide de Khéops, il y a des peintures égyptiennes classiques. On l'a même retrouvé dans la tombe des TPRS. Alors, excusez-moi si je le prononce mal, c'est la mère de Khufu. On a trouvé du mobilier qui a été daté d'époque, 4e dynastie. Voilà, alors je sais que sur Internet, il y a beaucoup de prétendants au trône.
je pense que tout le monde veut s'accaparer la construction de la Grande Pyramide. Non, c'est eux, non, c'est non, c'est eux. Il n'y a pas grand-chose de factuel, il n'y a même aucune pas factuel. Je vous rappelle quand même qu'on trouve des traces des Égyptiens en Égypte depuis la préhistoire. Depuis la préhistoire jusqu'à Cléopâtre VII, ce ne sont que des millions d'artefacts égyptiens. On n'a jamais trouvé une boule de ceinture viking jusqu'à maintenant. Oui, si on en trouve une, ça sera une sur des millions d'artefacts. Voilà, donc moi, mon choix est fait. Pour moi, les bâtisseurs, il n'y a pas à chier. Je pense qu'il n'y a pas à chier, il n'y a pas à tortiller. Et puis là, j'ai fait ce montage photo. Quand je vois Nefertari, alors Nefertari, c'est 1300 ans après les grandes pyramides. Mais quand je vois là une représentation de Nefertari avec cette couronne absolument magnifique, ce paysage et ces pyramides, il n'y a rien d'anachronique. Tout va bien, c'est beau, c'est pur, ça marche, quoi. C'est pas comme si on mettait les pyramides à côté d'une usine nucléaire. Là, tu dis, bah non, tu mets une Clio à côté d'une pyramide, c'est les mêmes bâtisseurs. Ou un lotissement, tu mets une maison de lotissement d'aujourd'hui, un truc mais vraiment hideux, à chier, gris dégueulasse, tous entassés comme des... quelle horreur. Tu mets ça à côté de la pyramide, c'est les mêmes bâtisseurs. Tu dis, bah non les gars, alors tu mets ça, tout de suite, putain, c'est en osmose totale. Et puis je vais parler de moi un petit peu, parce que je pense que c'est vachement important. J'ai eu la chance de voir beaucoup de sites gréco-romains autour de la Méditerranée, dans pas mal de pays de la Méditerranée. J'étais toujours subjugué par la beauté, la pureté des lignes, des traits. Enfin, vous savez, j'aime beaucoup l'architecture. Et Pompéi, Herculanum, c'est magique. Et là, en Égypte, alors là, quand j'ai vu Luxor, Karnak, la vallée des rois, mais c'est pas possible de faire des choses aussi belles. Comment on en est rendu aujourd'hui à faire des choses aussi moches? Je ne comprends pas. Et puis j'ai la chance aussi, grâce à Christelle et Dounia, ma fille, qui me traîne dans mon fauteuil roulant toute la journée, la petite mère dans les musées, qui n'en peut plus, qui a mal au mollet, qui n'en peut plus. Mais c'est vrai, j'ai eu la chance d'aller 2 fois au Louvre là, en 2 ans, d'aller voir l'Expo Toutankhamon. Quand vous êtes à l'Expo Toutankhamon, quand vous voyez les artefacts, mais moi j'avais envie de pleurer toutes les 2 secondes. Parce que c'est juste d'une beauté, mais c'est inimaginable. Que tu te recules d'1 mètre, c'est parfait. Les bijoux sont parfaits, les parures sont parfaites. Et tu t'approches, et ben tu vois bien que c'est le début quand même de la bijouterie. Tu vois bien que c'est imparfait, tu vois bien que les outils c'était un peu à l'arrache, tu vois bien que les pierres c'est pas très bien taillé, mais tu te recules un peu, c'est juste comme le dessin. C'est juste. Moi je trouve qu'ils vont très bien avec les pyramides. Encore une fois, je peux me tromper, je peux dire de la bouse, il n'y a pas de souci. Moi je trouve qu'ils vont très bien avec les pyramides. J'ai encore un petit slide pour finir, et j'en ai fini, je vous le promets. Est-ce que ce glyphe peut donner des informations sur le fait que cette pyramide était un tombeau ou un cénotaphe? C'est la question que je me suis posée. Aucunement. Très franchement, ça donne vraiment aucune information. C'est ça. J'ai rien trouvé sur le tombeau. Rien. Ni la part des Herculones, ni rien. En fait. Que dalle. Que dalle. Et pour finir, j'invite les gens qui verront cette vidéo, s'ils veulent me contacter, alors déjà pour m'encourager, parce que je dis à chaque fois, mais c'est vachement agréable aussi d'avoir merci, c'était agréable, ou merci, c'était sympa, ou merci, tes slides sont jolis. C'est pas désagréable, c'est vraiment pas désagréable. Surtout qu'on voit qu'il y a du boulot derrière quand même. Ouais. On voit que t'as dû passer quelques heures à monter tout ça. Là, il y a 3 semaines, entre 8 et 16 heures par jour. Bah oui, on veut bien le croire. La recherche et la déco. Donc c'est beaucoup de travail. Et comme je vous l'ai dit, j'ai toujours peur de dire de la bouse. Donc je vérifie tout le temps. Donc je passe un temps fou, quoi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon nom ici en hiéroglyphe, pour ceux qui peuvent. Oui, William. Et mon nom en français, oui, William. Facebook, Tralala Pouet Pouet. Et je vais finir avec ce style en vous disant l'horizon de Khufu, fin, voilà. Magnifique, magnifique. Bravo, magnifique. Bravo. Franchement, franchement. Ah bah non, tu vas garder ton chapeau là pour le. Attends, pas fini là. Alors, non, franchement, bravo William, j'ai appris pas mal de choses là pour cette nouvelle émission. Moi aussi, j'ai appris énormément de trucs.
Et oui, quand tu fais des recherches comme ça, c'est vrai que, comme tu le dis, tu creuses pour ne pas dire de bêtises, et puis t'apprends des nouvelles choses. Donc c'est. Ouais, parce que des fois tu creuses sur un truc, tu trouves aucune information, mais tu en trouves plein d'autres. Et c'est ça, mais je sais parce que j'ai monté aussi des slides pour des émissions, et parfois tu dis bon, j'arrête parce que sinon faut que j'arrête parce que sinon j'ai jamais terminé. Mais là, alors il y a pas mal d'informations que tu donnes, William, que je sais pas si Jérôme, si tu étais au courant. Moi là, je suis un peu surpris. Non, moi je suis, tu vois, j'ai appris une chose, c'est que je ne savais pas qu'il y avait plusieurs glyphes, en effet, autres que ce cartouche dans les chambres de décharge. Et là, tu nous apprends quelque chose, parce que pour moi, c'était le seul glyphe qui existait dans la Grande Pyramide. C'est toujours ce qu'on a appris. Et elle est inaccessible, cette chambre de décharge. Enfin, moi qui suis allé dans la Grande Pyramide, tu vois le trou, je te dis, tu vois le fameux trou en haut de la Grande Galerie, mais il te faut une échelle de 8 mètres pour accéder dans ce trou, et puis après, crapahuter là-haut, et bon, c'est inaccessible au public. Donc, je ne savais pas en effet qu'il y avait autant de glyphes dans ces chambres de décharge. Donc déjà, tu nous as appris quelque chose aujourd'hui. Merci William. Alors moi, j'ai des petites questions. J'ai noté, j'ai pris des notes. Déjà, est-ce que tu avais entendu parler de ces deux jeunes Allemands qui avaient fait des prélèvements de la fameuse peinture de ce glyphe pour essayer de faire une analyse au carbone 14 pour essayer de dater? Oui, tout à fait. C'est deux jeunes étudiants qui sont rentrés à l'arrache dans la chambre. Voilà, ils ont été arrêtés. Et, on fait des prélèvements. Et... Alors moi, j'étais où? Parce que j'ai un respect pour les monuments classés monuments historiques incroyables. Je ne pourrais, même si je suis extrêmement curieux, mais vraiment, je pourrais vendre ma mère pour avoir une info sur la Grande Pyramide. Elle est morte, donc je m'en fous, je peux la vendre maintenant. Mais j'ai trouvé ça très gonflé et limite mal poli, mais j'ai pas. Irrespectueux. Je sais pas si j'ai eu des résultats ou pas. Je sais pas, j'ai jamais eu la suite de cette histoire, parce que vous voulez justement prouver que c'était contemporain de la Grande Pyramide, quoi. Alors, ça a fini en laboratoire. Hein. Je sais qu'ils les ont portés en laboratoire, mais j'ai pas eu de réponse. Je peux pas. D'accord. Ok. Alors oui, ce qui est étonnant, c'est vrai, c'est que dans la Grande Pyramide, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, alors à l'extérieur, il y a une sorte de glyphe au-dessus de l'entrée. Je ne sais pas si tu connais ce glyphe, hein, mais à l'intérieur, on n'a aucune inscription gravée, taillée dans la roche, avec le nom de Khufu. C'est toujours ce qui a interpellé les chercheurs, c'est de se dire, on est face à une des plus grandes constructions du monde, tout aussi mégalomane que pouvait être ce pharaon, il a même pas mis son nom nulle part. Et là, c'est interpellant, c'est interpellant. Alors après, est-ce que c'était, ils avaient un état d'esprit un petit peu comme la nature, Dieu n'a pas signé son œuvre, et on va faire pareil, quoi. Pour essayer d'être à l'image de Dieu, on ne va pas signer cette œuvre. Mais ça a toujours interpellé le fait qu'on ne retrouve aucune inscription gravée. On n'aurait plus dans la chambre du roi, comme on retrouve très souvent dans des tombeaux dans la vallée des rois. On voit que tous les murs sont décorés, sculptés, peints. Et là, dans cette chambre, rien. Mais il n'y a pas un centimètre carré de gravure, quoi. Après, il faut vraiment penser que la vallée des rois, on est sur les dynasties, on est 1000 ans après. Et il faut jamais perdre ça on a 3000 ans d'histoire. Donc, est-ce que la mode à l'époque était au glyphe de partout? On ne sait pas. Et qui dit... et ça ne veut pas nous dire non plus que devant la Grande Pyramide, il y avait peut-être un temple, ou de toute façon, on est sûr, il y avait des tonnes de bâtiments tout autour. On ne sait pas si sur les murs, il y avait écrit 1000 fois ou 6000 fois Khufu. Tu vois, on signe, moi quand je fais mes sculptures, moi je les signe pas, mais tous les sculpteurs, tous les peintres signent pour qu'il soit vu le nom. Moi, si je signe pas mes sculptures, c'est que j'ai pas envie de le faire. J'ai juste pas envie, et je suis peut-être un des rares sculpteurs à ne pas signer mes sculptures. Mais je ne fais pas. Quel est l'intérêt de signer sa sculpture? Moi, je n'y vois aucun intérêt. Après, je te dis, ça dépend de la mentalité d'époque, ça dépend de la mentalité de chacun aussi. Et puis, je vais pas le dire que j'étais pas là. C'est très compliqué, mais on peut en parler des heures, hein, en fait. C'est vrai que c'est compliqué. Pourquoi il n'y a pas aucun glyphe, aucun glyphe sur ces putains de pyramides, et ni sur les pyramides des reines? Il n'y a rien, que dalle. Rien, c'est ça. Que dalle. Et c'est perturbant.
Nous sommes Et d'accord. ça serait tout à fait logique si ces monuments n'étaient pas des tombeaux ou des cénotaphes, ils avaient une autre fonction. Et donc il y avait aucune utilité à écrire quoi que ce soit. C'est comme nous, hein, on fabrique une centrale nucléaire. Celui qui va je veux dire, nous, bon, EDF va mettre en gros EDF sur des panneaux, mais je veux dire par là, on va pas s'amuser à sculpter sur les murs, faire des petits dessins, des trucs machin. Voilà, quand ça a une fonction, il y a aucune utilité à écrire, à mettre le cartouche d'un pharaon quelconque. Ce qui intéresse, comme je l'ai dit, c'est que moi, quand je fabrique une sculpture, eh ben, je regarde les pièces où elles vont, et s'il le faut, je les numérote. Oui. Ça, c'est primordial. Ça, je voulais t'en parler justement parce que Éric Contier nous a parlé de ça et c'était très très intéressant. C'est qu'en fait, il nous expliquait que les bâtisseurs, lorsqu'ils extraient un bloc de calcaire dans un banc de calcaire, ils vont toujours garder sa position, c'est-à-dire il nous expliquait que justement le calcaire avait une très grande résistivité parce qu'il avait subi une poussée pendant des milliers d'années, des millions d'années, une poussée verticale. Et donc pour que ce bloc conserve toute sa rigidité et sa structure interne et justement là au-dessus de la chambre de décharge il y a encore des millions de tonnes de poussée quoi. Et donc, pourquoi justement ces glyphes sont mis à l'envers? On a l'impression que là, ils n'ont pas respecté justement ce qu'expliquait Eric. Tu vois ce que je veux dire, Hervé? Oui, bien sûr. Parce qu'à un moment, on voit un glyphe horizontal, à un moment, on voit un glyphe vertical, comme si le bloc il avait été mis un petit peu dans tous les sens. Ça ne change pas. Eric, il parle de pression à la verticale. Oui. D'accord? Donc, ton bloc, il est extrait, il est posé, on a dessus parfait, Khufu. Le glyphe, lui, compte pour la verticalité, mais pas le reste. Alors que le glyphe, il faut qu'il soit à vue. Ils savent qu'il soit à vue. Donc ils mettent à vue, qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, ils s'en foutent. Il faut que la pression soit comme ça. Par contre, si c'était dans ce sens-là, ça serait très important. Mais dans le côté vertical, peu importe. Moi, je pense qu'il était sur le chantier, il notait à bras levés. Ouais, enfin. Chantier numéro 3, couverture. Et ça partait pour la couverture, et après, peu importe s'il était non, mais ça, alors, ils étaient respectés la couche zoologique de la pierre. Et là, la couche zoologique, elle est respectée. Qu'il soit comme ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, comme ça ou comme ça, on s'en fout. C'est vrai, ouais. En oui, fait, peut-être que sur les 6 blocs du morceau, enfin du bloc, hein, il faisait un point rouge sur le dessus pour dire voilà, c'est ça le dessus, il faut qu'on le garde dans ce sens-là, quoi. Ouais, aussi. Le glyphe servait de repère tout simplement. Ouais, en fait, mais c'était pas des branches, c'était des grosses bêtes, des gros génies. Hein. Ouais. Alors après, moi, cette question, c'est justement la thèse officielle veut que à l'époque de la construction de Khéops, on n'avait pas encore attaqué les autres monuments à côté. Moi, je commence à remettre en question sérieusement cette idée. Et justement, là, ça pourrait aussi nous éclaircir là-dessus. Pourquoi certains blocs dire Khufu? Puisque les bâtisseurs, de toute façon, ils savaient très bien que le bloc était destiné pour Khufu. Pourquoi marquer dessus Khufu? Non, pourquoi Jérôme? Bah justement, pour moi... Tu crois qu'un tailleur de pierre qui est à 6 bornes ou à 10 bornes, ici, pour qu'il bosse? Ou alors un transporteur? Le transporteur, il a 3 ou 4 bateaux. Khufu a besoin de 30 transporteurs. Et bah, chaque transporteur, moi je vais chez Khufu, bah tu vas où toi? Bah aujourd'hui je vais à Abydos, moi je vais à machin, moi je vais à un truc. Donc il est énorme. Bah, pour moi il n'est pas inconcevable de marquer sur les blocs à qui il appartient. En plus, si on a des blocs néfères pour une couverture, qui sont hyper importants, qui doivent être choisis, mais au poil de chameau près, là, les blocs néfères de la couverture, il faut qu'ils soient parfaits. Là, c'est une grande attention. Attention, ça c'est à Khufu, c'est néfère, et on n'y touche pas. C'est pour Khufu. Le premier pélos qui s'approche à 1 mètre, il reçoit un coup de baguette. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, comme tu dis, si tu as plusieurs bateaux, tu sais très bien, les blocs sur ce bateau-là, ils vont pour Khufu et tu décharges au Nil, au bord du chantier. Mais non, Jérôme, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas un mec qui taille le bloc, il l'emmène à la période de Khufu. Non, c'est un mec qui taille le bloc, il le met à tailleur. Donc on marque pour Khufu. Le tailleur, il dégrossit. Les battleurs, ils le mettent sur les bateaux. Les battleurs, ils déchargent les bateaux, ils se cassent. Et après, c'est d'autres mecs qui arrivent. Ça, c'est pour Khufu. C'est 20, 30 personnes différentes qui vont toucher un bloc. C'est pour ça qu'il faut le noter, absolument.
Moi, je suis bricoleur avant. On est bien d'accord. Non, mais c'est logique. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est logique. C'est logique. Après, pourquoi aussi est-ce que ça serait pas aussi pour ne pas se tromper de chantier C'est ça. Et parce que si ça arrive sur au niveau du plateau de Gizeh, s'il y a selon moi Kefren et Mykérinos qui sont aussi en construction, tout le plateau est en construction. C'est ça. C'est un gigantesque chantier. On n'y pense jamais, on n'y pense jamais. Là, effectivement, faut pas se planter, quoi. Faut pas ramener le bloc quand on sait le boulot que ça représente de déplacer ces blocs qui font plusieurs tonnes. Si tu arrives au pied de Mykérinos avec ce bloc-là, non, mince, on s'est trompé, c'est pour Keops, tu repars. Non, il fallait une organisation de dingue. Surtout si on est sur des blocs de parement ou les blocs primordiaux, la chambre dite de décharge, tous les blocs de granit, les blocs de couverture, là ils étaient pour moi, et la grande galerie, tous les accès, je pense que tous les blocs ont été pensés, ajustés pour sa place à lui. Ah oui, il y avait un calpinage, quoi. Ils avaient déjà. Les 12 500 000 qui restent, je pense que ça pouvait être, entre guillemets, si on se trompait d'un bloc, c'était pas la mort. Oui. Mais oui, pour ces blocs-là, très précis, il fallait pas se tromper, quoi. Il fallait vraiment. Et c'est pour ça qu'il était marqué Néfer et aussi protégé par les dieux. Donc on mettait le bâton le sceptre d'Oas pour bénir, entre guillemets, peut-être sur le bateau, peut-être qu'il y avait un prêtre sur le bateau dans mon petit coup fou, on va te bénir tes blocs pour que ça arrive à bon port, parce qu'il devait avoir aussi des accidents, ça coulait, imagine 7, 8, 10, 40, 60, 100 tonnes sur un bateau. Ça devait être hallucinant à l'époque, hallucinant. Oui, justement, on en parlait avec Eric, moi, ce petit reportage où tu vois, ils arrivent avec un camion benne, ils prennent la grue, ils soulèvent le bloc, ils posent délicatement sur le bateau qu'ils ont construit, et là, ça commence à tendre. Non, Jérôme, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pire que ça. Ils ont un bloc de 4 tonnes, ils le lèvent avec la grue, ils ont du mal à le lever, ils le posent sur le bateau il se casse la gueule, ils le remettent, ils le cassent en deux. Ils coupent en deux. Ah ouais, clairement. Et après, ils le remettent. Et moi, je dis, alors là, c'est vrai qu'Eric m'a repris là-dessus. C'était pour voir par rapport au transport sur le Nil avec des bateaux, la réplique des bateaux. Mais je dis, ils auraient dû pousser l'expérience au bout et de dire voilà, le bloc il est là et sans grue, sans camion benne, sans rien, vous me le mettez sur le bateau. Tout à fait. Et c'est comme ça, pour vraiment essayer de se rendre. De toute façon, c'est comme. Ils sont un peu crétins. Sur ce documentaire, ils sont un peu crétins, les égyptologues, parce que en fait. Ils chargent le bloc, les mecs ils rament, mais ils en chient comme des rameurs. Ils en chient pendant une demi-heure. Ah putain, on n'arrive pas, chef, on n'arrive pas. Ça serait pas mal de pagayer dans le courant. Le mec, ils ont pagayé contre le courant, ils en chient comme des rameurs. Il n'y a pas un mec qui a pensé, si on traversait dans le sens du courant, au bout d'une demi-heure, ils disent si on traversait dans le sens du courant, ce serait quand même plus intelligent. Ils le font, et effectivement, ça marche. Excusez-moi, mais. Et puis après, ils se retrouvent sur le plateau de Gizeh avec des grosses cordes qui sont à je sais plus combien à tirer le bloc. Au bout de 10 minutes, t'as la corde ça casse tout. Bon, quelque part, c'était une bonne expérience parce qu'au moins, on sait que c'est pas comme ça qu'ils ont fait. En fait, ce qu'il disait Eric, c'est vrai que c'est toujours bien de reproduire en fait la scène, entre guillemets, tu vois, et de voir si ça marchait ou si ça marchait pas comme ça. Je veux dire, moi, ce qui m'énerve, et Jérôme, on l'a vu ensemble quand on parlait de l'île de Pâques, c'est on te démontre quelque chose, on voit que ça marche et on te dit, ça y est, c'est comme ça. Tu vois, voilà, et moi, il y a un truc, ça me gave. Je veux dire, on te fait marcher un moai sur quelques mètres, on te dit, putain, tous les moai, ils ont été mis comme ça. Ah bah non, sauf qu'on fait un test avec un moai de 5 tonnes et quand tu vois que les moai ils font 15-20 tonnes, parfois 50 tonnes, bah tu dis refaites la même avec un truc de 50 tonnes, puis on va rigoler 5 minutes. Et surtout, faites-lui parcourir tout le long de l'île. Et sur un sol rocailleux. Parce que là, ils sont sur un sol bien plat. Donc, une petite route bien plate. Ouais, bon, voilà. donc c'est en fait. Et au moins, on recherche, on essaie de comprendre. C'est ça. Mais après. Et je dis, au moins, ça nous fait voir que c'était pas comme ça que ça a été fait. Quoi. Voilà. Bon. Mais enfin, en tout cas, c'est très, très, très intéressant. Bah oui, moi, je suis vraiment content de ce que tu nous as. Exposé de ton enquête parce que on avance tu vois, on avance et comme on le disait en off à un moment, il faut balayer
voilà, il faut essayer de faire le tri dans tout ce qui est proposé, parce que dans cette aventure Grande Pyramide, hein, pour les passionnés comme moi de ce monument, je veux dire, tu pars dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu te perds dans ce labyrinthe de suppositions, d'idées, et à un moment, il faut essayer de se recentrer, quoi. Il faut, comme tu dis, il faut essayer de dire, bon, ça, c'est pas possible, on le met de côté. Et bah là, tu nous as permis d'éclaircir ce glyphe, et bah, je suis très content. Ouais. Voilà. Ouais. Grand merci, William. Un grand merci. Juste pour dire que même si c'est les Égyptiens enfin, à mon sens, je pense qu'il n'y a aucun souci. Mais je pense que leurs moyens techniques n'ont rien à voir avec ce qu'on leur attribue aujourd'hui. Je veux dire, là, je suis en train de préparer une émission sur l'apprentissage sur les roues de transport gréco-romaines, d'après le livre des Truves. Les infos qu'on a, on écrit des livres du soir avec 3 miettes, quoi. Mais ouais. Voilà, on ne connaît pas ces peuples-là, en fait. Je pense que jusqu'à la Rome antique, il y a vraiment quelque chose ils avaient vraiment des pouvoirs, entre guillemets, techniques qui nous dépassent vraiment. On ne veut pas l'admettre, mais ils ont fait ça avec un putain de savoir. Oui, mathématiques, c'est ça. Et technique. Et putain d'architectes. Vraiment. Et c'est ce que faisait remarquer Christopher Dunn. Il disait que ce qui est très étrange, c'est que les outils n'ont pas évolué. Et ouais. Sur des centaines d'années de différentes constructions, les outils n'ont pas évolué, alors que nous, je vois, en l'espace de 50 ans, on a fait un bond sur notre outillage, parce qu'on construit de plus en plus, et à un moment, on essaye de perfectionner nos outils, nos grues, etc. Eux, ça n'a pas évolué, quoi. Ils sont restés avec des traîneaux, connaissaient pas la roue, et pourtant, ils ont fait quelque chose qu'on est incapable de comprendre. C'est vrai qu'en 25 dynasties, ou 24, c'est ça, 24 dynasties, tu te dis, ouais. Ouais, bizarre, étrange. Au temps de Khéops, il n'y avait pas la roue, ça c'est sûr. Après, les Égyptiens l'avaient, mais au temps de Khéops, il n'y avait pas la roue. Il y avait le bronze. Ouais, mais il n'y avait pas la roue, mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Et on dit, c'est souvent expliqué qu'ils utilisaient des traîneaux et des rondins de bois. Comme tu le dis, ils observaient la nature, ils n'étaient pas crétins. Je sais pas, à un moment donné, tu vois le traîneau qui est en train de rouler sur les rondins de bois. Tu comprends le principe de la roue, je veux dire. Obligatoirement. Hein, Obligatoirement. Il y en a aucun dans l'histoire qui s'est dit, bah regarde là, ça roule, et si on reproduisait ce truc-là mais différemment, et hop, on fabrique la roue. Tu vois, j'ai toujours été. Les pré-Incas non plus, Jérôme. Ouais, mais j'ai toujours été perplexe par rapport. Sur les rondins de bois, mais ils n'ont jamais pensé à faire une roue. Oui, mais ouais, moi par contre, on a retrouvé des petits artefacts, on attribuait ça à des jouets, c'était sur des petites roues, hein, comme une petite voiture. Non, ça c'est Olmec. Ah, peut-être Olmec, oui. Les Olmec ne connaissaient pas la roue, mais ils ont des jouets avec des roues. Et les Aztèques aussi, la civilisation aztèque aussi, ouais. Bon. Donc voilà. Mais c'est bien, on avance. Franchement, voilà, moi je suis très content d'avoir, comme je te le disais au début, William, de cette vidéo, abordé ce thème, puisque c'est un point essentiel quand tu veux parler de la pyramide de Khéops et tu vas en débattre avec des gens ou des chercheurs. Tu te dis, mais c'est obligatoirement, il faut passer par ce cartouche, ce glyphe, pour essayer d'en savoir un peu plus. Et là, tu nous apportes des informations vraiment complémentaires par rapport à ce qu'on veut faire sur ce monument très incroyable et très mystérieux. Donc maintenant, vous pouvez dire ces glyphes et pas ce glyphe. Et ces glyphes, effectivement, voilà. effectivement. Fou sous ces 3 effectivement, formes. Tout à fait. En plus, sous ces 3 formes, là, c'est qu'ils sachent les 3 noms de Khufu. Oui. Son nom d'enfant, son nom de dieu, enfin de demi-dieu, et son nom. Enfin, c'est pharaon, quoi. C'est compliqué, hein. Ça fait beaucoup de paramètres. Et à l'envers, avec les disparaissent, et du comptage, et du Néfer, il y a quand même beaucoup d'éléments. Voilà. Chapeau pour cette enquête. Bravo. Alors, chapeau et double chapeau. Oui, chapeau. Très joli chapeau, William, d'ailleurs. Alors, voilà, bon, comme vous le savez tous, hein, voilà, William vient de l'expliquer. Si vous voulez, si vous souhaitez le contacter après avoir vu cette vidéo, vous allez sur son Facebook qui est Will William, c'est ça, hein, Will William. Ouais. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, hein, je le rappelle, si vous voulez contacter notre Jérôme officiel, donc c'est l'eau de la Grande Pyramide tout attaché @orange.fr. Et donc, si vous
vous voulez nous contacter, enfin me contacter moi sur Monde Mystérieux, c'est monde.mystérieux@gmail.com. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de... Voilà, tout est dit, on a fait le tour. Je te remercie infiniment, William, d'être revenu sur Monde Mystérieux et de nous avoir exposé ces recherches sur ce glyphe, hein, sur ce point essentiel de la pyramide, je le répète. Et puis, bah, comme tu le sais, hein, on t'attend les bras ouverts pour d'autres émissions et d'autres thèmes, si tu le souhaites. Et puis voilà. C'est parfait. D'ailleurs, je reste sur cet écran de fin parce que je trouve magnifique. Je trouve magnifique ce que tu as fait. Alors, je vais terminer l'émission comme ça sur cet écran de fin. Merci aussi Jérôme d'être pas de souci nouveau dans cette nouvelle vidéo. Et ben, on vous dit à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. L'enquête continue. L'enquête continue bien évidemment. Salut. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.